Le vin, c'est la terre. Il faut rester humble quand même, ça n'est que du jus de raisin fermenté. Et on a l'habitude des vins du Lot, et maintenant on peut plus s'en passer. Ça par contre, boire un seul vin toute sa vie, non. En attendant la deuxième bouteille, Admirez. un podcast qui ne parle pas que du vin. Rock'n'roll. Je vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Bah non. Ce serait l'ivresse. Je suis Solène Éveillard et je vous emmène avec moi dans le vignoble de Cahors. Oh là là, il nous fait une fatigue ce soir. Chapitre 1. C'est qui les humains derrière le jus ? Moi c'est Nicolas Fournier, je suis vice-président de Vinovalie, je suis en charge de la cave de Côte-d'Olt côté vigneron. Élodie Marsoni, responsable de site et œnologue pour la cave des Côtes-d'Olt. C'est quoi responsable de site ? Donc en fait, on a un site ici avec des bâtiments, des équipes de salariés, des produits à gérer, etc. Donc moi je m'occupe de toute la partie gestion administrative, investissement, gestion du personnel, voilà tout ça. Moi je voulais vous demander déjà, est-ce que vous savez l'histoire de la coopération et est-ce que vous avez envie de la raconter ? Bah oui un peu, Côte-d'Olt a démarré donc en 1947 et en fait je pense que c'est suite à la grande tragédie de la guerre, en fait les vignerons ont voulu se réunir pour essayer de travailler en commun et mutualiser surtout le commerce. C'est l'évolution de l'agriculture. 47 est coopérative, il y a le CUMA, il y a tout un tas de structures qui se sont montées, les banques. En fait, il y avait tout à construire. Donc ils ont tout construit pour en arriver aujourd'hui. Alors évidemment, on a perdu la main sur pas mal de structures quand même depuis. Mais bon, il reste quelques vestiges. On a la chance qu'il y ait des vignerons encore qui ont cette mentalité-là, justement, l'esprit collectif, coopérateur ou indépendant, parce qu'on peut être vigneron indépendant et être très collectif. Vinovalie a été créé en 2006. Et en fait, ça a été le regroupement de 4 grosses caves coopératives, 2 dans le Gaillacois, la cave de Rabastens et la cave de Técou, la cave de Fronton sur l'appellation Fronton et donc la cave des Côtes-d'Olt sur l'appellation Cahors. Et en fait, au départ, l'idée, c'était, mais comme pour la genèse des coopératives, en fait, finalement, ça a été le regroupement commercial. Pour vous, qu'est-ce qui reste de ça, de justement ce regroupement à un moment des années où c'était pas forcément facile le vignoble ici ? Peut-être que l'esprit groupe et coopératif s'est peut-être un peu perdu à un moment donné. Et à quel moment, tu dirais ? Moi, je pense que c'est dans les années 2000, il y a eu une très très grosse crise viticole. Et là, en fait, le but, c'était que chacun arrive à manger et à s'en sortir. Donc, forcément, quand c'est dans la difficulté, les gens, ils essaient de tirer à droite, à gauche, voilà. Et en fait, là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression justement qu'on retrouve les valeurs initiales d'une coopérative, où c'est vraiment des liens forts entre les coopérateurs. Donc, on essaie de se serrer les coudes et de trouver des axes d'évolution et d'amélioration pour développer encore plus nos produits, nos marchés et valoriser au mieux le travail des coopérateurs. Toi, t'as l'impression que ça s'est ressoudé à un moment où ça allait mieux, quand la boîte elle tourne bien, les gens se relient. Tout à fait, oui. Je pense que ça a donné un nouvel élan, un nouveau souffle. Et du coup, la convivialité, les gens avaient peut-être plus de temps à avoir l'esprit libre et des choses comme ça. Et là, qu'on rentre à nouveau dans le dur, du coup, ces liens qui se sont resserrés, ça permet aujourd'hui d'être plus positif et peut-être d'être plus armé que ce qui avait pu être à l'époque, quoi. Pour toi personnellement, le côté collectif, qu'est-ce que t'en penses et comment tu le vis ? Moi personnellement, j'ai joué pendant longtemps au rugby, 15 ans par là, passé. Moi, le collectif, c'est quelque chose de très important. Les valeurs aussi, les valeurs humaines, c'est très très important pour moi. Évidemment, c'est pas la même chose dans une coopérative, mais même si on est collègue de travail, en fait, j'essaye de trouver une solution pour que la valeur collective soit hyper importante. Et puis en plus, les générations se sont suivies aussi. Il y a pas mal de personnes qui ont arrêté d'être administrateurs parce qu'ils sont partis à la retraite. Finalement, on a une moyenne d'âge à peu près de pas tout à fait 40 ans maintenant. Du coup, il y a un retour du collectif, les gens sont prêts à ça, quoi. Oui, complètement. Et toi, tu préfères travailler comme ça que si tu étais tout seul dans ton coin ou... J'ai jamais travaillé tout seul dans mon coin. Ouais, je sais pas comment ça fait. Et non, j'aime pas. Même pour la petite histoire, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite en région à Rabastens. En fait, il a acheté des vignes en 2004 et depuis, on passe nos hivers au téléphone, on se parle toute la journée. Un à Gaillac et l'autre à Cahors et c'était rigolo, quoi. Je vais te poser la même question sur le collectif. Pour moi, c'est pareil que Nico. À la base, je suis née d'une famille de rugbyman, donc j'ai passé mon enfance autour des terrains de rugby. Mais je pense Vinovalie. Non, mais alors c'est drôle, mais c'est vrai que c'est des valeurs qui sont hyper importantes. Je pense que ça forge la base du caractère. Moi, je suis un bébé Vinovalie en fait. Je n'ai connu quasiment qu'une entreprise de ces Vinovalie depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 8 ans avec l'ancien œnologue de la cave qui a passé toute sa carrière à la cave coopérative. Ça a été quelqu'un avec qui on a eu une énorme
énorme relation. C'est mon deuxième papa, ça a été mon mentor. Je pense que c'est hyper important quand on fait ce type de métier, la transmission de la passion. Clairement, il m'a appris comment on faisait du vin, parce qu'à la base, j'avais aucune notion de ça. Il m'a donné toutes ses recettes en fait. Ça vient qu'avec une relation de confiance hyper profonde. Ça met de la pression parce qu'il a fait des choses magnifiques pour la cave et voilà, je pense que ça a été une des clés aussi qui a permis d'avoir une telle réussite. Donc ça en fait, voilà, moi je m'en sers comme si c'était mon trésor à moi en fait. Et ça c'est ma base. Mais ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui avec mes équipes, c'est je pense que je suis très maternaliste. Donc il y a une relation hiérarchique qui est très importante. J'aime bien maternaliste. Ouais. C'est pas maternelle, c'est maternaliste. Ouais, j'aime bien. On dit paternaliste, donc je pense que maternaliste, ça peut être voilà, c'est un joli mot. Et du coup, être leur maman, c'est un bien grand mot, mais j'essaie de les accompagner pour qu'ils se sentent le mieux possible, qu'ils soient le plus à l'aise possible. Et voilà. T'as une vision presque familiale de comment ça fonctionne? Ouais, tout à fait. J'ai trouvé cette structure-là et ma place ici parce que pour me sentir bien, j'ai besoin de ça en fait. Et du coup, toi, t'as appris en faisant quoi. Exactement. Mais ça fait du bien d'entendre ça parce que il y a beaucoup de gens qui sortent d'abord de l'école et qui apprennent. Oui. Et donc en fait, on peut apprendre à faire du vin comme ça. Dans une structure comme ici. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai appris en ayant la main dans le raisin, quoi, clairement. Du coup, toi, peut-être qu'un jour, tu devras transmettre aussi pendant 8 ans à quelqu'un. C'est ça. Mais alors, par contre, en fait, on est deux au chez, j'ai mon assistante œnologue. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai reformé avec elle le binôme que j'avais avec Hervé. Pour la petite histoire aussi, en fait, c'est une fille qui est native d'ici. Et en fait, c'est la petite fille de José Baudel, le premier directeur emblématique de la cave coopérative. Et du coup, en fait, je pense que nos deux profils matchent hyper bien. En y réfléchissant, en essayant de préparer tout ça, je me disais, la coopération, il faut être forcément un peu humble parce que vous n'êtes jamais sous les projecteurs en fait. C'est pas du tout la mise en valeur d'une personne individuelle, c'est la mise en valeur d'un groupe. D'ailleurs, la devise de Vino Vallée qui moi m'a beaucoup plu quand je suis rentrée ici, c'est que le groupe est toujours meilleur que le meilleur du groupe. Effectivement, si quelqu'un cherche la reconnaissance en tant qu'individu, il n'a pas frappé à la bonne porte. Quoi. C'est toujours une sélection de parcelles, une sélection de... Nous, quand ça fiche entre guillemets du nom ou du nom de l'exploitation, du nom du mec ou quoi que ce soit, nous on regarde le travail qui est fait à la vigne. Et après, c'est moi qui gère le social. Après, quand il faut arriver à trouver les bons mots. Toi, tu fais quoi? T'arrives avec une bouteille et... Non, mais ça m'est pas arrivé encore cette année. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus autour du vin, dans l'engouement qu'il y a dans le vin, on va vachement sur le petit vigneron, l'image humaine, ce que je fais, moi, clairement. Et c'est plus même pour les personnes qu'on achète que pour le vin au final. Et du coup, comment on fait pour vous? Alors moi, c'est des choses qui me font mal au cœur quand même. Parce que c'est vrai, quand je vois tout l'investissement que mettent les coopérateurs, toute l'année, le travail qu'ils font, parce qu'en fait, ils font exactement le même travail qu'un indépendant. On leur met énormément et peut-être beaucoup plus de contraintes à la vigne en exigence que ce que peut avoir un indépendant, parce que l'indépendant va choisir vers quelle exigence il va se tourner. Je trouve dommage que ça soit pas valorisé beaucoup plus aux yeux des consommateurs. Et c'est pareil, on parle beaucoup de consommation de proximité, etc. Une structure coopérative, c'est l'essence même de la proximité, quoi. Nous, Vino Vallée, on sait que on va dire le petit vigneron paysan, pourtant il y en a plein, mais on peut pas présenter ça comme ça mais par contre je pense que on a d'autres cordes dans notre arc. C'est quoi le vin de Cahors pour vous en un mot? Moi je dirais gourmandise et plaisir. C'est marrant parce que c'est pas du tout l'image. Non, justement. Oui, c'est ça. Et pourtant, moi c'est pour ça que je fais goûter tout le temps en ne montrant pas forcément le nom de l'appellation. Et en fait, les gens quand on dit que c'est un Cahors, ils y croient pas. Ouais, moi ce serait fruit. Le fruit, parce que le fruit du travail, le fruit de la passion, le fruit de... Voilà. C'est où l'endroit dans lequel vous travaillez où vous vous sentez le mieux? Moi c'est au chai. Pendant les vendanges, c'est derrière les quais, à piloter les automates et à diriger les orientations de vendange, etc. Pendant l'année, c'est au labo et au chai avec mes cavistes, pour vraiment être au plus près du produit. Et c'est trop dans le bureau, quoi. D'accord. Moi j'hésite entre le bureau et la vigne, je sais pas trop. Non, mais bien évidemment dans la vigne, mais pas trop quand même non plus, parce qu'il faut tout faire. Donc du coup, de temps en temps aussi se poser, prendre son ordinateur et puis faire le point un peu, c'est bien aussi.
Ça, c'est une chouette. Chapitre 2. Mais non. Et les grappes, elles grandissent où? Donc là, on est devant tes vignes, la nuit tombée. Oui. Alors, est-ce que tu peux décrire tes vignes pour les gens du coup qui sont pas devant? On est devant chez moi là, devant la maison. Donc une parcelle qui a été plantée en 2 fois, donc une partie par mon grand-père en 75 et ensuite une autre partie qui a été plantée par mes parents en 89. On va s'approcher un peu. Alors il y a une chouette qui vient de se réveiller. Ça c'est sympa. Donc c'est du Malbec. On est sur du plateau argilo-calcaire, peu profond, très peu profond. Depuis quelques années, je me suis mis à travailler un rang sur 2, donc travailler le sol, et l'autre partie est enherbée. Ça c'est parce que tu sentais qu'il fallait le faire ou parce que ça t'apporte quelque chose à tes vignes? Oui, tout à fait. L'intérêt, c'était surtout déjà de limiter donc, le désherbage. La partie travaillée, c'était justement pour limiter le manque de vigueur, parce qu'évidemment, si tout est enherbé, la vigne souffre un peu, et j'ai remarqué que si jamais mes vignes souffraient trop, problème de vigueur et problème aussi de rendement et puis de qualité de raisin. Du coup, toi, tu as appris avec ton père à faire tout ça. Alors c'est surprenant parce qu'en fait, j'ai pas du tout de formation de vigneron. Décidément, vous êtes tous pas formés. Non. Et en fait, j'ai un diplôme agricole, j'ai un BTS compta-gestion. Et en fait, lorsque je me suis installé, il fallait que je fasse un stage donc, de 6 mois. Et je suis allé chez le vice-président de la cave coopérative de Fronton. Et j'avais pas du tout envie d'être vigneron. Et finalement, c'est lui qui m'a donné le virus. Pourquoi t'avais pas envie? Parce que je trouvais que le travail manuel, c'était fatigant. C'est pour ça que tu aimes bien être au bureau des fois. Voilà, c'est ça. C'est quoi qui t'a plu? Non, c'est la passion qui m'a transmise en fait. Que la vigne pousse tout le temps, qu'elle pousse très vite. Ça m'a surpris de voir que en espace de quelques mois, on était capable d'avoir une vigne une souche complètement nue. Et puis 6 mois plus tard, presque on va neiger quoi. Donc ça va très très vite quoi. Donc là, les feuilles sont toutes tombées, ça y est. Alors que c'était vraiment beau il y a quelques semaines là. C'est quoi l'étape d'après? Parce que souvent les gens ils pensent que vous partez en vacances pendant des mois. Ah oui, mais je suis parti 15 jours en Thaïlande et tout va bien. Non, en fait, on a attendu la mise en réserve là, donc maintenant évidemment les feuilles sont tombées, puis on va commencer à tailler. Tu peux expliquer vite fait ce que ça fait la taille? C'est assez simple. La souche en fait a poussé, les sarments ont poussé, et en fait il faut relaisser une flèche sur l'ancien. C'est quoi une flèche? Une flèche. Donc c'est un sarment qui pousse sur la souche. Il faut laisser autour entre 8 et 10 yeux d'un côté, et puis après de l'autre côté on laisse un courson qui fait à peu près 2 yeux. C'est trop technique. Et ouais, voilà. En quoi ça l'aide? Ça l'aide à refaire ses réserves et puis à refaire du raisin. Ça aussi, ça m'a impressionné, c'est que c'est une plante qui est coriace, qui est solide. On a vécu des moments difficiles avec le gel là, depuis 2017, et malgré tout, elle a réussi à redébourrer et elle a repoussé. On a été obligé de continuer à travailler, et voilà, c'est ce qui m'a impressionné le plus, quoi. Il y a des cultures, mettons le blé, il a gelé, terminé. On a gelé 3 fois, et les 3 fois, la vigne, elle a eu un moment de stress. Il a fallu qu'elle se remette, et elle a repoussé. Elle a fait quelques raisins, par chance. Bon il fait nuit, donc on va rentrer. Ça y est. Merci. On va déguster. Chapitre 3. On entend quoi dans la bouteille? Elodie t'a amené une bouteille. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Aopicaor Malbec qui s'appelle les blousons noirs. On est sur une bouteille, c'est un genre de bordelaise. Et il y a une étiquette. Alors l'étiquette, donc c'est plutôt noir et blanc. Il y a un dessin. C'est un panda qui a un blouson noir. Et il y a marqué les blousons noirs et il y a marqué Malbec en jaune. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson? Si demain de les 3 cafés gourmands. Pourquoi? Mais du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme, je pense déjà que c'est une chanson qui est joyeuse et qui est entraînante. Moi je nous imaginais bien en train de faire une bonne bringue. C'est comme des compliments. Ils disent à quoi tu joues. Le thème de cette chanson, c'est surtout encore, on parle du collectif, donc montre-leur que chaque jour il faut toujours avancer ensemble, c'est comme au rugby, mais en défense, on monte en ligne, en attaque, il faut monter ensemble, tout le temps ensemble. Elle me dit et puis voilà, la phrase qui est importante, je pense, c'est hier c'était bien, mais demain ça sera peut-être mieux, et voilà, on se fixe sur les bases qu'on a eues et l'histoire qu'on a, mais après on a de belles perspectives avec les idées qu'on a et les valeurs qu'on peut apporter. pour dire hier c'était bien, mais ce sera mieux demain. Alors c'est quoi l'histoire de cette cuvée? On l'a voulu un peu rock'n'roll, ou du moins un peu atypique, qui permet de faire le lien entre ce qui était fait avant et ce qui est plus actuel. Pour l'esprit un petit peu plus jeune, etc. avec le panda, et l'image du blouson noir, pour un petit peu le côté force et la douceur du panda en fait. Ah ouais, en fait le panda avec le blouson, c'est ce qu'il y a dans la bouteille un peu quoi. Voilà. Ah ouais. Demain c'est maintenant.
c'est un assemblage de cuvées traditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un cuvage de la vendange directe avec fermentation classique, avec une certaine macération en fonction des cuves. Et ensuite, ça c'est pour la première partie de l'assemblage. La deuxième partie, c'est de la vinification thermo-flash. Tu peux raconter le thermoflash? Alors en fait, la vendange, avant d'être en cuvée, en fait, elle est passée dans un atelier qui permet de chauffer la matière solide. Ça permet de faire ressortir tout le côté variétal. Donc nous, pour le Malbec, c'est le côté fruits rouges, fruits noirs, voilà, tout ce qui est très aromatique. Et du coup, après, on en cuve et on ne fait pas de macération. Voilà, c'est pour vraiment avoir beaucoup de fruits, beaucoup de gourmandise, mais sans de sécheresse ou d'astringence ou de rusticité. La planète nous pardonne, voici demain, on rêve. En fait, la chanson, quand on écoute les paroles, il y a des choses qui sont fortes. Après, il y a des choses plus légères et plus douces. Et en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait bien à cet assemblage-là. C'est qu'elle a choisi. C'est toi, Elodie. Une pas semblant du collectif. Aïe, 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 ils sont forts.